Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette critique, qui va peut-être être courte, je ne sais pas trop, de Tower of God. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tower of God, c'était un webtoon, ou du moins une espèce de manga sur le web. C'est pas le genre de truc que j'apprécie particulièrement parce que j'apprécie qu'un scénario qui peut parfois être intéressant, mais malheureusement le côté art est un peu à la ramasse à mon avis, donc je trouve ça pas particulièrement intéressant. Mais Crunchyroll, avec un partenariat avec quelqu'un d'autre, l'a adapté en animé. Donc c'est là qu'on a une histoire qui peut prendre pleinement, prendre son plein potentiel. Et ça avait quand même eu un certain buzz, donc j'en parle, je l'ai écouté, et je ne le regrette pas. Par contre, je ne pense pas que non plus que je vous le recommanderais chaudement. On voit vraiment quelque chose que, oui, effectivement, du potentiel, mais que ça lève insuffisamment. Le plus gros défaut de l'œuvre, si on veut, c'est que c'est 12 épisodes pour l'instant, alors que ça aurait dû en être 24. Et avec ce que j'ai cru comprendre de ce que la suite pourrait être, ça aurait autant plus mérité d'être 24. J'ai l'impression de ne pas ressombrer dans le même problème que Naruto, c'est-à-dire qu'on prend pas assez de temps pour former la base, et pour après coup, que la base serve de propulsion à la suite de l'histoire. Selon moi, c'est un problème. Ça aurait vraiment dû être 24 épisodes. Allons-y en détail quant à pourquoi. C'est vraiment le sentiment qu'on a une œuvre qui va un peu trop rapidement. Il y a beaucoup de dissonance narrative au sein de l'œuvre, dans le sens où, en tant que spectateur, ou du moins dans mon cas, moi, je me posais beaucoup de questions que j'aurais trouvé légitime que les personnages se posent, mais ne le font pas. Et qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas. Et on n'aura en réalité jamais de réponse à ça, alors que vraiment, ils devraient se poser ces questions-là. Et je vais aller à fond encore une fois dans les spoilers. Donc, durant le jeu où ils doivent protéger la couronne, il y a ce personnage dont je ne sais plus qui s'en va pour, non pas attaquer Yuri Bam, il y a aussi ce problème-là, j'en parlerai des personnages, mais on va l'appeler Yuri parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Pourquoi est-ce que Bam se dit Yuri? Je sais pas, on va dire Yuri, ok? Donc il est censé attaquer le personnage principal parce que c'est lui qui porte la couronne, mais au contraire, il va attaquer Rachel. Et ainsi Yuri va venir la protéger, il s'en suivra quelque chose, mais n'empêche qu'on a à se poser la question, pourquoi est-ce que ce personnage-là voulait attaquer Rachel et non pas Yuri? Qu'est-ce qui se passe? Question que nous on se pose, mais que personne semble se poser, vraiment. En fait, à la suite de cette confrontation-là, l'attaquant va voir perdre son œil à cause de Yuri. Et ce dernier va juste s'excuser. Ah, je m'excuse, t'as perdu ton œil. Ouais, mais n'empêche que ce personnage-là a voulu tuer Rachel. Ça vous intrigue pas? Vous vous posez pas de questions à c'est qui, pourquoi? Le personnage-là possède des très bonnes capacités. Qu'est-ce qui se passe? Non? Non, aucune question n'est posée. Et ce personnage-là va même être invincé temporairement du récit pour revenir finalement à la fin et conforter nous, spectateurs, qui se posaient des questions. Ah ben oui, effectivement, ce personnage-là était suspect ou était important, mais aucun des autres personnages va se questionner par rapport à ça. Ça arrive un peu fréquemment dans l'émission, vraiment, il y a un fossé entre ce que nous, on comprend de l'univers et ce que les personnages comprennent de l'univers. Et ça, à mon avis, c'est un peu un problème. Également, dans toujours le thème, si on veut, de 12 épisodes, c'est trop court, on a un peu ça rappelle beaucoup Naruto dans ses débuts, c'est-à-dire qu'on a différentes équipes qui vont participer à une compétition pour réussir la compétition et aller au sommet de la tour. Un peu donc ce qu'on avait pu voir dans l'examen des Chunin dans Naruto. Et à travers ça, ce groupe-là vont finalement forger des liens. Or, en 12 épisodes, c'est excessivement trop court et c'est même en réalité moins que 12 épisodes. Hein, si je peux faire un comparatif avec Naruto lui-même, hein, 12 épisodes dans la série, on n'a encore vu aucune autre équipe, hein, on passe encore du temps, et même insuffisamment à mon goût, sur l'équipe principale, Naruto, Sasuke, Sakura. On n'avait même pas vécu Zabuza à ce moment-là. Donc, en moins de temps que ça, ici, on nous montre toutes les autres équipes et on nous dit « Ah ouais, maintenant ils deviennent d'assez bons copains, etc. Ils ont une bonne relation, une bonne amitié. » Et, gros spoiler pour vraiment la suite, si vous n'avez pas vu le webtoon, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est quand même ça qui se passe, là. Techniquement, Yuri, après sa fausse mort, se fait, enrôler dans une armée visant à tuer le roi Jihad, et ils disent « faut que tu fasses ce qu'on te dit de faire, sinon tes amis que tu as vus pendant 2 semaines, on va les tuer. » Et si, justement, il fallait donc travailler très fort pour que cette relation-là soit crédible, qu'on y croie et qu'on la veuille autant que ces héros-là, à mon avis, ce n'est pas le cas. On n'a pas passé assez de temps à ce niveau-là. Je veux dire, il y a ce personnage qui est jaloux de Yuri et qui meurt, je sais pas son nom. Était-il vraiment tant qu'important ça dans le récit? Pas vraiment. Donc quand ils vont tous à son enterrement, moi personnellement, je ressentais rien. Parce que ce personnage-là, on l'a pas établi vraiment, tant que ça. Insuffisamment. On a le droit à peut-être 2-3 épisodes avec lui, et quand on se concentrait vraiment sur lui, c'était juste pour déjà mettre en place le fait que, il va péter un plomb et mourir.
c'est insuffisant. Également, à un moment donné, il y a aussi un des personnages, je sais pas encore une fois son nom, mais la fille qui est amie avec Ibitsu, si je dis bien son nom à lui, l'espèce de rockley mais sans talent, qui elle aussi s'en va. Et encore une fois, on est censé ressentir quelque chose comme ah ouais, ils sont proches. Non, vous n'avez pas passé assez de temps pour me faire vivre ça. Il y a un sens de la péripétie qui ne s'est pas passé. De la même façon, à un moment donné, il y a, je pense, les deux princesses de Jade qui se battent et on apprend que l'une d'entre elles, Akubi, je sais plus trop son nom, elle, son désir, c'est de tuer les autres princesses de Jade. Il y a toute une histoire qui découle de ça. Mais à travers le même combat où on apprend ces motivations-là et qu'elles semblent vraiment être furax l'une contre l'autre, à un moment donné, dans ce même épisode-là, ce même combat-là, ce même segment-là, il y a juste l'animation qui change et qui est rendue un peu plus comique, comme pour faire croire que là, il y a un changement émotif chez ces deux personnages-là et que finalement, à travers que regardez, c'est humoristique, ben maintenant, elles se comprennent et elles s'aiment bien. C'est vraiment trop abrupt, honnêtement. Il y a quelque chose qui manque là-dessus, sincèrement. Et de la même façon, ce personnage-là qui était un peu antisocial va devenir social juste parce qu'on lui propose de la nourriture. Donc le tout se fait vraiment trop rapidement, hein? Alors que tu devrais croire à cette amitié-là, à ces péripéties-là, à la force de ce groupe-là. Ben non, c'est trop rapide, 12 épisodes encore une fois, et même moins que ça. Donc vraiment, c'est juste trop rapide. Alors que je trouve que Dorororo aurait dû être 12 épisodes, ou du moins pas 24. Ici, clairement, il aurait fallu que ce soit 24 épisodes. Mais ce ne fut pas le cas. Et maintenant, je peux parler justement de peut-être les deux personnages principaux d'une certaine façon. On a Yuri et Rachel. Et c'est là que c'est peut-être plus une question de goût. Mais on a, dans le cas de Yuri, c'est littéralement un Gary Stu. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est un peu canevas, il n'a pas tellement de personnalité. En dépit de tout le monde va l'aimer parce qu'il est super trop gentil. Les gens vont être jaloux de lui, il est pété, hein? Sans même le vouloir, il est capable de réaliser de grandes choses. Donc c'est vraiment un Gary Stu. Donc est-ce que c'est un personnage intéressant? Pas vraiment. C'est un personnage comme vous, il n'y a pas... Tout ce qui le motive, c'est Rachel, pour pas vraiment de bonnes raisons. Bon, on peut comprendre quand même que c'est le premier contact humain qu'il a eu et qu'il lui a appris tout ce qu'il sait. Mais n'empêche que bon, c'est pas un personnage super intéressant. Je veux dire, le personnage qui est pété sans le vouloir, vous le savez, hein, je n'aime pas ce genre de personnage-là. C'est le cas ici encore une fois. Rachel, c'est tout l'inverse. Hein? C'est un personnage qui est super important, en dépit d'être un peu antisocial, pas particulièrement aimé par personne. Elle n'a vraiment aucune capacité. Je veux dire, est-ce qu'on l'a déjà vu se battre? Je ne pense pas. Le mieux qu'elle a fait dans la série, c'est pousser Yuri. Donc vraiment, disons, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante au sein du récit? On sait juste qu'elle est vraiment super jalouse. Et éventuellement, plus tard dans l'œuvre, on apprend que, encore une fois, gros spoiler, qu'elles se sont servis d'elle pour obtenir Yuri. Mais pourquoi elle en particulier? Bon, peut-être parce qu'elle avait une proximité avec Yuri, mais n'empêche que c'est vraiment pas un personnage intéressant. Donc, à la fin, quand il y avait cette épreuve finale, et que les deux personnages les plus intéressants sont amenés à ne rien faire du tout, j'ai vraiment l'impression que c'est l'auteur qui révélait que, ben ouais, hein, c'est les personnages pas intéressants et on les fout dans un rôle pas intéressant. Et le problème, c'est que bon, on va revenir sans cesse sur eux qui vont se dire des mièvreries, des trucs un peu pas forcément super utiles. Donc vraiment, c'est drôle. Le récit gravite autour de ces deux personnages-là. Et c'est de loin les deux personnages que je préfère le moins dans cette œuvre-là. Je ne les trouve pas intéressants. Donc c'est quand même un gros problème de certaine façon. Heureusement, il y a le personnage de Kun que je trouve compense quand même assez bien. Vraiment beaucoup plus intéressant. Hein? Il y a un passé tumultueux. J'aime bien ses réflexions. On y a accès et elle semble très humaine. À quel point on sent que son passé le hante, mais que il réfléchit quand même à comment est-ce qu'il peut mieux faire les choses maintenant et comment le passé moule les actions qu'il fait en ce moment. Également, c'est un personnage qui sert beaucoup de son intellect pour réussir, et ça, c'est toujours, selon moi, des personnages qui sont gages de qualité, parce que généralement, il faut bien les écrire pour que ça puisse fonctionner, et c'est le cas ici. Donc, c'est ça pourquoi il est dans la miniature de cette vidéo, parce que c'est le personnage le plus intéressant de l'œuvre, selon moi, celui qui presque réussit à sauver le navire d'une certaine façon. Il y a également cet autre inspecteur, je ne sais plus trop, examinateur, que je trouve quand même intéressant, parce que, contrairement à d'autres personnages qui se posent pas beaucoup de questions, lui s'en pose. Hein, donc c'est intéressant d'avoir un personnage qui est un peu plus ancré dans le réel, un peu plus réaliste, et qui justement se questionne par rapport au système dans lequel il est, qui voit qu'il y a des manigances qui se trament. Donc ces deux personnages-là sont quand même assez intéressants. Les autres, au niveau chara-design, il y en a quand même qui sont agréables, qui ont des capacités bien, mais encore une fois, on ne passe pas assez de temps avec ces personnages-là. Il y a par exemple, j'en ai parlé, le personnage de Ibisu qui est un peu le Rock-Lee, mais qui n'a pas vraiment de très bonnes capacités. Donc, dire, est-ce
un personnage intéressant, pas vraiment. D'autant plus qu'on rentre peut-être dans un autre critère, c'est-à-dire que, un peu comme Dororo, mais que j'en avais pas totalement parlé, c'est que le ton est un peu inconsistant. On semble très clairement être dans un univers qui est très cruel. Hein? On a par exemple des souvenirs de personnages qui ont vu tout le monde qu'ils connaissaient être mort et ils s'en sont sortis seulement en entrant dans la tour. Et des fois, il y a des compagnons de nos héros, mais pas super importants, qui vont mourir assez sauvagement. Mais quand ça vient le temps d'Ibisu, il semble être protégé par la force humoristique de son personnage. Ça, c'est un problème. Hein? C'est un peu comme dans Berserk, mais à un autre niveau. Alors qu'il devrait juste crever. Hein? Faut que tu décides. Ton univers, il est cruel. Il faut qu'il le soit quand même pour tous. Ça n'empêche pas d'avoir de l'humour, mais quand il y a des moments plus... On va dire, quand t'es confronté à une créature qui vient de buter tes copains, ça serait bien que cette créature-là te bute toi aussi si t'es une merde. Hein? Et non pas que tu t'en sortes pour à peu près aucune raison. Donc, je vous dirais que ça conclut à peu près mon avis sur Tower of God. Une bonne animation, vraiment. Une histoire qui est pleine de mystères, qui est quand même intéressante. Je veux dire, les épisodes passent bien, t'as envie de voir la suite, mais au final, au bout de 12 épisodes, tu te rends compte que ça n'a pas été à la hauteur de son potentiel. D'une part, à cause de personnages sous-exploités, et c'est à cause de seulement 12 épisodes. Ça aurait dû être beaucoup plus long. D'autant plus qu'encore une fois, je vous le dis, c'est censé, je pense, servir de tremplin pour la suite. Or ici, non, il n'y a pas un réel tremplin. Et c'est dommage, ça aurait dû l'être. Et dernier point, par contre, hein, encore un point qui devient un peu une habitude, on va commenter le générique. Le début, le fin, on s'en fout, mais je pourrais quand même en glisser un mot. Ils ont voulu marquer le coup, je pense. Ils ont voulu avoir une espèce de générique de hipster, si je peux m'exprimer ainsi. C'est réussi. Mais c'est probablement un des plus mauvais génériques que j'ai jamais vu. La musique, elle est pas spécialement enlevante. Il y a juste quand ils disent le Never Let You Go, Never Let You Go, que je sens que ça monte un peu. Mais visuellement parlant, c'est du pauvre de chez pauvre. Hein. On voit juste des plans de Yuri. Je pense qu'à la fin, on a peut-être un léger aperçu des autres personnages. On n'arrête pas d'entrecouper sur des noirs avec un générique. Il faut vraiment faire l'exercice de est-ce que si on coupe tous les noirs, il reste combien d'images réelles? Pas beaucoup. Et ces images réelles-là sont vraiment pas super enlevantes. Donc vraiment, c'est générique de hipster. C'est très différent. Mais à mon avis, ça ne marche pas. C'est un générique que je passais allègrement parce qu'il n'est pas intéressant à regarder. De la même façon, générique de fin, c'est juste un gros plan séquence sur Rachel qui pleure. Je vous laisse deviner à quel point c'est pas intéressant. Allez le regarder. Donc, ça conclurait vraiment cette fois-ci mon avis sur Tower of God. Donc, je vous invite quand même à le regarder pour vous faire votre propre idée. C'est pas mauvais à ce point-là, mais honnêtement, j'hésite à vous le recommander, mais je ne regrette pas de l'avoir vu. Donc, c'est un peu une position ambiguë à ce niveau-là. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de Tower of God? Est-ce que c'est bon? Si vous avez lu le webtoon, est-ce que vous trouvez que l'effet de tremplin est fonctionnel ou il aurait fallu passer plus de temps là-dessus? Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la semaine prochaine, je pense que nous sommes rendus au chapitre de Dragon Ball Super, donc on verra bien ce qui se passe. Est-ce que Goku va baisser sa garde et Moro reprendre le dessus? Qu'est-ce qui va se passer? À voir. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et tout le tralala. Bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.